Nouvelle encyclopédie autodidactique qui est, tome 7. Informatique. Il s'agit de rétro-computing littéraire, puisque ça a été publié en 1989, et que quand même l'informatique a beaucoup évolué. Il n'empêche que ce bouquin reste très intéressant, et que je vais vous en lire des extraits. Avant-propos, ce volume 7 de l'encyclopédie autodidactique qui est a pour ambition de constituer une synthèse claire destinée à un large public des dimensions les plus significatives de l'informatique dans le monde contemporain. Construire une telle synthèse dans un volume encyclopédique et de surcroît dans une collection autodidactique, c'est-à-dire visant à permettre au lecteur d'apprendre par lui-même, impliquait que l'on fît des choix clairs pour couvrir le plus utilement un domaine aux multiples visages. C'est que l'informatique, en effet, se présente à la fois comme une discipline scientifique et comme une technologie, c'est-à-dire comme la pratique d'une science appliquée. À cette réalité scientifique et technique qui n'est pas neuve, se superpose l'existence d'un phénomène aux proportions historiques, la diffusion massive de l'outil informatique qui entreprend de toucher tous les domaines de l'activité humaine. L'ordinateur est aujourd'hui présent pour aider non plus seulement au calcul ou à la traduction, ou à la gestion des entreprises, mais aussi à la création musicale, à la traduction, à la communication d'informations variées, abonnés du téléphone, horaires d'avion, etc., et jusqu'à la recherche de l'âme sœur, au point que cette révolution informatique s'accompagne de mutations profondes dans les pratiques professionnelles, scientifiques, économiques, culturelles, et cela avec de multiples et sensibles incidences sur la vie de tous les jours. Aussi bien qu'il s'agisse de présenter le fonctionnement d'un microprocesseur, les racines historiques de l'informatique contemporaine ou l'utilisation du traitement de texte, c'est l'informatique telle qu'elle questionne chacun de nous quotidiennement que les auteurs de ce volume, tous éminents spécialistes dans leur domaine, ont eu à cœur de décrire et d'expliquer. Ainsi, on notera l'importance accordée à la micro-informatique dans l'exposé des principes de fonctionnement des ordinateurs. C'est dans le même esprit qu'on a privilégié la description des applications concrètes, plutôt que telle ou telle technique de programmation, pour servir de point de départ aux différentes monographies qui constituent le panorama technologique qu'on a voulu brosser. Pour prendre en compte l'évolution d'un domaine où les générations technologiques finissent par se compter en mois, on a généralement eu à cœur d'offrir des points de repère durables. C'est pourquoi on a largement développé l'histoire des sciences et techniques dans laquelle s'enracinent les pratiques et les recherches en informatique. De la même façon, on a préféré mettre en lumière les grandes tendances, les lignes de force qui sous-tendent le développement de l'informatique de demain, plutôt que de décrire telle réalisation spectaculaire, prouesse technique d'aujourd'hui, mais promise à être reléguée au magasin des curiosités archéologiques dans les plus brefs délais. Et c'est en ce sens que je trouve qu'il est intéressant ce bouquin, que je vais continuer à vous lire des extraits, c'est qu'à la fois il a une réflexion sur les concepts et sur les techniques qui sont toujours pertinentes, et qu'en même temps il y a un petit côté archéologique, même de rétro-computing littéraire, comme je disais, puisqu'il est datant de 89, et étant donné que la technologie informatique a fait un énorme bond, voire elle a été multipliée de manière exponentielle. J'en étais où ? Archéologique dans les plus brefs délais. Conçu comme un outil d'initiation autant que comme un moyen de mettre en perspective des connaissances pratiques, ce volume 7 de l'encyclopédie autodidactique qui est se propose ainsi de rendre accessible un bagage de culture scientifique et technique qui fasse des utilisateurs actuels ou potentiels que nous sommes tous, non pas des spectateurs passifs, mais des usagers avertis. Section 1 du calcul à l'informatique, fondements historiques et scientifiques. Du calcul, section 1 du calcul à l'informatique, fondements historiques et scientifiques. 1. Les fondements historiques et théoriques de l'informatique. La naissance et le développement d'une technique aussi complexe que l'informatique résultent de facteurs multiples et interactifs comme l'état des connaissances scientifiques à une époque donnée ou la demande en moyens de calcul automatique particulière à un type de société. Les instruments de calcul, dont l'histoire a ses traditions propres, ont une façon spécifique de puiser dans le répertoire des solutions techniques développées par chaque époque. Enfin, l'histoire de l'informatique, comme toute histoire, est aussi faite de hasards, de rencontres, d'emprunts dont seul le récit peut rendre compte. L'importance relative de chaque type de facteur a beaucoup varié dans le temps. Aujourd'hui, d'une façon générale,
l'histoire des techniques renonce à attribuer un rôle décisif à un type de facteur particulier. Pour présenter un tableau général ordonné permettant au lecteur de se faire sa propre idée sur le sujet, ce chapitre est divisé en 4 parties dont chacune correspond à un axe de développement de l'informatique. La place faite au calcul dans les différentes sociétés, l'imitation des activités humaines, les structures des machines, le choix des supports technologiques. La place du calcul dans la société. La place qu'une société fait au calcul oriente les efforts d'invention d'instruments de calcul, détermine la variation dans la diffusion de certains. En retour, l'apparition de nouveaux instruments peut modifier la place du calcul dans une société. Le mot calcul est pris ici dans un sens large, signifiant manipulation formalisée de signes, de symboles ou d'objets représentant des informations, qu'il s'agisse de nombres ou non. Cependant, jusqu'à une époque récente, le calcul est resté essentiellement numérique. Astronomie, calendrier, tribus, échanges et cadastre. Dans les sociétés primitives, dans celles de l'Antiquité, des empires chinois, incas et mayas, le calcul était étroitement lié à des activités de caractère sacré. Mais le domaine sacré englobait alors celui de la vie matérielle. Ainsi, l'antique astronomie chinoise avait une fonction symbolique. Le mouvement des astres dans les cieux était censé guider la distribution du pouvoir sur la Terre. Mais elle servait également à établir un calendrier qui déterminait la date des semailles. Les échanges dans les sociétés primitives, par exemple, les échanges de bétail dans les sociétés africaines d'éleveurs, ou plus tard, le relevé du tribut versé au monarque, font remonter à des temps très anciens les origines du calcul. Mais la mesure du temps et l'étude des mouvements des astres ont aussi occupé une place essentielle dans la préhistoire du calcul. La complexité et les opérations requises exigeaient l'utilisation d'instruments de mesure et de calcul qui n'ont cessé de se perfectionner au cours des siècles. Bien souvent, l'instrument précédait la formalisation des calculs qu'il effectuait. Le rôle joué par le cadastre est également important, mais pour une raison différente. Déjà présent en Égypte et en Mésopotamie, il constituait sous l'Empire romain la base systématique du calcul de l'impôt. Gravé sur des tables de marbre, il était exposé dans les villes et contribuait ainsi à la diffusion de la notion de calcul, nécessaire au bornage des terres qui reposait plutôt sur des instruments de visée. Le calcul des marchands, des navigateurs et des guerriers. Dès l'Antiquité, les mathématiques ont connu un développement autonome. Elles se sont posées leurs propres problèmes et ont développé leurs propres exigences en matière de calcul. Un papyrus égyptien du XVIe siècle avant Jésus-Christ, le papyrus d'Ahme, fait apparaître une réflexion proprement mathématique. La réflexion théorique et les usages pratiques du calcul n'ont donc jamais évolué dans un rapport de dépendance étroite. Ils se sont développés parallèlement, ont multiplié les rencontres fructueuses, mais en suivant leur propre logique. Pendant longtemps, les usages pratiques du calcul ont suscité plus d'innovations dans le domaine des instruments de calcul que la réflexion mathématique elle-même. Pendant des millénaires, les principaux demandeurs de calcul ont été les corps de métier, dont le nombre et la complexité croissaient avec l'évolution des sociétés. Les navigateurs maritimes en particulier ont toujours eu besoin de cartes et d'instruments de position. La conception de ces derniers exigeait des calculs astronomiques complexes jusqu'au XVIIIe siècle. Mais marchands et guerriers ont été, sans conteste, plus grands consommateurs encore de calculs de l'Antiquité à nos jours. Dans le commerce, les calculs liés aux activités économiques élémentaires, calculs d'intérêt, de change entre monnaies, de taux de profit, sont longtemps restés relativement simples. Leur importance provient de leur répétition fréquente et du nombre de personnes concernées. En effet, à travers l'achat de marchandises ou la vente de produits agricoles, toute une population extérieure au commerce s'est familiarisée avec le calcul. L'importance historique du calcul guerrier tient de toute autre raison. Très tôt, la guerre formait une activité centralisée mobilisant des ressources importantes. Elle appelait donc une concentration des efforts en vue de résoudre des opérations complexes et de concevoir des instruments de calcul, même si leur coût était important. Les calculs militaires étaient nombreux et variés, calculs balistiques, calculs de fortification, puis, plus tard, calculs cryptographiques. Les premiers à porter sur autre chose que des nombres, et calculs liés à l'administration et au ravitaillement des armées. Suivons de façon plus détaillée le développement historique de certains usages du calcul.
Population, fiscalité, commerce extérieur. À l'époque mercantiliste, en particulier au XVIIe siècle, les gestionnaires des États européens ont pris conscience de l'interdépendance des nombreux phénomènes qui influaient sur la richesse et la puissance d'un État. Calcul de la mortalité, Gaunt, dénombrement de la population, Vauban, mesure de la capacité de production du blé par région, Colbert, calcul du solde commercial de chaque région avec l'étranger. Certains de ces phénomènes ont influé directement sur l'histoire du calcul, celui de la mortalité surtout. Mais on leur doit essentiellement d'avoir suscité le besoin d'un tableau général représentant tout ce qui se passait dans une société et intéressait son gouvernement. Ce projet trouve ses racines en Angleterre, dans l'arithmétique politique de William Petty, 1623-1687, initialement spécialiste du cadastre, chez l'allemand Conring, inventeur du mot statistique, puis dans l'enquête réalisée par Colbert en 1663 et dans le projet de dîme royale de Vauban, 1707. Cette mise en place d'un cadre général de collecte de l'information par l'État sera étroitement liée au développement de nouveaux moyens de calcul dans les siècles suivants. La naissance du calcul scientifique. Au XVIe et XVIIe siècle, les rapports entre la pratique scientifique et le calcul se sont profondément modifiés. Des démarches scientifiques sont apparues qui visaient à l'étude du monde physique. Il s'agissait de découvrir des lois qui pourraient s'exprimer sous forme mathématique et être vérifiées par l'expérimentation. Par ce biais, la physique mécaniste naissante de Galilée à Kepler, Descartes et Leibniz est devenue consommatrice de calculs souvent difficiles. Mais les relations de ces scientifiques avec le calcul ne s'arrêtaient pas là. La plupart d'entre eux se sont passionnés pour les machines, certains les érigeant même en modèles capables de rendre compte de l'organisation de l'univers. Ils se tenaient au courant des inventions, y compris d'origine étrangère. Plusieurs d'entre eux, Galilée et Leibniz en particulier, se sont avérés capables d'améliorer la conception d'instruments de calcul existants ou d'en inventer de nouveaux. Dans le même temps, ces savants prenaient conscience de l'importance pour eux des artisans, notamment les fabricants d'instruments de mesure, capables d'effectuer des calculs même complexes. Cet intérêt des scientifiques pour les instruments du calcul a modifié la place de ceux-ci dans la société, moins par la construction des premières machines à calculer, Shikard, Pascal, Leibniz, peu diffusée, que par celle d'outils plus simples, qui ont formé la base des calculs techniques pendant plusieurs siècles. Réglettes de Napier, logarithmes, les fonctions trigonométriques, perfectionnées progressivement au cours du XVIIe siècle. L'utilisation des logarithmes ou de la trigonométrie requérait un instrument, la règle à calcul, ou, lorsque sa précision n'était pas satisfaisante, des tables. Or, l'établissement des tables logarithmiques et trigonométriques, opération difficile et fastidieuse, sera pendant 2 siècles un des principaux domaines d'application du calcul et stimulera des inventions essentielles. C'est ce que l'on peut appeler le calcul pour le calcul. La statistique et les calculs de l'État. La collecte d'informations par l'État s'est développée tout au long des XVIIIe siècle et XIXe siècle. Centrée autour de la population, de la fiscalité et du commerce extérieur, elle s'est étendue aux problèmes de santé et d'approvisionnement des villes, dès le début du XIXe siècle, et aux problèmes sociaux, comme la criminalité, le paupérisme et le suicide. C'est ce qu'on appelait dans la deuxième moitié du XIXe siècle la statistique morale. En France, le Bureau central de statistique, créé par Napoléon, est devenu la statistique générale de la France, puis l'INSEE. Sous l'influence des doctrines du libéralisme économique, la collecte d'informations économiques indépendantes de la fiscalité a peu progressé au cours du XIXe siècle. En revanche, la standardisation progressive des règles de tenue de comptabilité des entreprises et le calcul bancaire ont évolué. L'accroissement démographique, avec ses simples recensements de population, exigeait la manipulation d'un volume énorme d'informations. Ainsi est né le traitement mécanographique des données qui a permis de nouveaux calculs. Avec la naissance des régimes d'assurance sociale, de retraite et d'allocations diverses, le XXe siècle a vu une véritable explosion des calculs et manipulations d'informations portant sur la société. Après 1945,
naissent les comptabilités nationales et les premiers modèles économiques. L'inépuisable calcul balistique et les joies de la cryptographie. La balistique est une pratique très ancienne, mais ces calculs sont longtemps restés empiriques, fondés sur une appréciation erronée de la trajectoire des projectiles. C'est seulement au XVIe siècle qu'une formule tenant correctement compte de la pesanteur a été peu pressentie par Tartaglia puis établie par Galilée. Et c'est Isaac Newton, 1642-1727, qui a trouvé une formule prenant en considération la résistance de l'air. Auparavant, la balistique présentait déjà des caractéristiques de demandeur de calcul tout à fait spéciales. Au moment du tir, en effet, des calculs doivent être effectués rapidement par un opérateur qui, le plus souvent, n'a rien d'un mathématicien. Pour parvenir à une grande précision, il faut prendre en compte divers paramètres: angle de tir, poids du projectile, quantité de poudre, température de l'air. Pendant longtemps, la seule solution était d'intégrer au canon un instrument de réglage de l'angle de tir semblable à une visée, la hausse. L'augmentation de la portée et de la précision des canons et surtout le développement de la guerre aérienne ont rendu nécessaires des calculs plus précis. Deux techniques nouvelles sont apparues: intégration au canon d'un calculateur automatique couplé avec des instruments de mesure, radars par exemple, et guidant le tir par des servomécanismes, confection de tables de tir précalculées que l'opérateur consulte au moment du tir. L'essentiel de la recherche militaire américaine en calcul pendant la Deuxième Guerre mondiale a porté sur la fabrication des calculateurs. Cette recherche a joué un rôle important dans l'apparition des ordinateurs. Mais paradoxalement, les ordinateurs ont modifié en retour la balistique elle-même, permettant en particulier le guidage des missiles par des calculateurs incorporés, depuis 1960. Les codes secrets sont connus depuis l'Antiquité. Au XVIIe siècle, Francis Bacon, 1561-1626, a inventé un code binaire judicieux. Les machines industrielles, métier jacquard ou le télégraphe recouraient à des codes et l'extension du principe de codage a joué un rôle important dans le développement de l'informatique. Les premières machines à coder ont fait leur apparition au XIXe siècle. Dès le début du XXe siècle, on les trouvait en vente pour l'usage privé, l'Enigma par exemple. Mais c'est le décryptage des codes secrets qui a le plus stimulé le développement d'instruments de calcul. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et surtout les Anglais ont construit à partir de recherches menées en Pologne des machines destinées à ce décryptage et requérant la répétition rapide d'un grand nombre d'opérations élémentaires, essayer une clé par exemple. Ce processus a orienté le développement des machines vers des technologies de traitement rapide comme l'électronique. Confère, machine Colossus et encadré, code secret et décryptage. Code secret et décryptage. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont convaincus d'avoir trouvé une méthode infaillible pour chiffrer leurs messages grâce à l'Enigma. Cette machine, construite sur le modèle d'un codeur utilisé avant-guerre pour des communications commerciales, comporte jusqu'à 10 rotors. On entre le message par un clavier et chaque rotor à son tour effectue une substitution de lettres. La connaissance de la position initiale des rotors et de leur ordre de connexion permet de reconstituer le message. Grâce à la collaboration des services secrets polonais et français, la Grande-Bretagne, dès l'ouverture des hostilités, possédait une machine Enigma. Mais à raison de plus de 10 puissance 21 possibilités de position initiale pour 3 rotors, il fallait, pour réussir le décodage des messages allemands, mettre en place des procédures mécaniques capables d'essayer très rapidement de multiples clés. C'est à cette tâche que s'attellera le Government Code and Cipher School à Bletchley Park. Les résultats de la première génération de machines électromécaniques ne sont pas suffisants. Malgré le travail théorique des mathématiciens et des crypto-analystes, le nombre de clés à tester reste trop important. On décidera donc rapidement de recourir à utiliser l'électronique. Ainsi sont nés les Colossus. Dès 1943, le premier modèle qui comporte plus de 1500 lampes est prêt à effectuer les opérations booléennes pour lesquelles il a été créé. 40 ans plus tard, le détail de son fonctionnement reste couvert par le secret militaire. Mais il est certain que le Colossus, qui n'est pas encore un ordinateur universel, a permis de déchiffrer de nombreux messages allemands
contribuant à la victoire alliée. Depuis 1945, l'utilisation de codes dans les ordinateurs, code mémoire, code de transmission, et l'usage des ordinateurs pour décrypter les nouveaux codes ont bouleversé cette discipline. Des recherches importantes en théorie des nombres, tests de primalité, factorisation rapide des très grands nombres, forment la base de l'approche moderne des codes secrets. Les calculs de l'entreprise. Du marchand du Moyen-Âge à la multinationale, les calculs de l'entreprise ont bien changé. La comptabilité n'a cessé de se compliquer du simple suivi des opérations aux documents faisant office de preuve, 1673 en France. Elle est aujourd'hui devenue un outil d'analyse et de prévision. Factures à remettre aux clients, gestion du personnel, gestion financière, trésorerie, calculs liés au marketing ou à la publicité. Les nouveaux calculs se sont développés pour des raisons internes, nécessité de la gestion et sous des pressions externes émanant de l'État, documents fiscaux, états statistiques et des banques, analyse financière. On peut distinguer 4 grandes étapes dans le développement des calculs de l'entreprise. La première, celle des écritures manuelles, s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle. La seconde, la mécanisation, s'appuie sur les machines à écrire, les facturières et les machines comptables. Les premières calculatrices avec imprimante ont été diffusées à partir de 1870. Les premières facturières au début du XXe siècle, en 1907. Et dans l'entre-deux-guerres en France, apparaissaient les machines comptables, capables de totaliser et d'imprimer sur des documents à plusieurs colonnes et de mettre un texte en regard de chaque nombre. Le terrain était donc préparé pour l'introduction de l'informatique. En effet, les premiers ordinateurs utilisés pour la gestion ont repris les organes d'entrée d'information des machines statistiques, cartes perforées, et les organes de sortie des machines comptables ou facturières. Les sociétés déjà bien implantées dans les entreprises comme IBM ont su, mieux que les autres, s'adapter et conquérir ainsi le marché de l'informatique de gestion. La troisième étape consistait à informatiser les tâches de gestion, paye, comptabilité, facturation, suivi de clients, puis traitement de texte, gestion financière et de trésorerie, gestion du personnel. Elle a commencé vers 1955 aux États-Unis et vers 1960 en France, avec un net décalage entre les grandes et les petites entreprises. Elle a abouti à la création d'un volume énorme d'informations internes aux entreprises stockées sur des supports techniques. Il est probable que 80% au moins du volume d'informations manipulées aujourd'hui par des moyens informatiques relève de la gestion des entreprises privées ou publiques. Dans une quatrième phase, des applications de gestion d'un type nouveau permettent à l'entreprise par programme de simulation de tester diverses stratégies, en particulier en matière de gestion du personnel ou de consulter des données externes, bases de données économiques, financières et de marketing. Pour l'élaboration de sa stratégie, l'entreprise, surtout si elle est importante, utilise des données qui n'émanent pas seulement d'elle-même, mais de tout l'univers économique. Enfin, les entreprises de certains secteurs ont joué un rôle particulier dans le développement récent de l'informatique, banques, télécommunications, aéronautique, etc. L'utilisation directe de l'informatique pour la production, contrôle du temps réel de production, machines-outils informatisées, conception, fabrication et dessin assistés par ordinateur, ne s'est vraiment développée qu'après 1975, si l'on accepte quelques secteurs particuliers tels que la construction informatique, l'aéronautique, la papeterie, etc. L'évolution des coûts des systèmes de calcul mécanique, l'introduction des ordinateurs dans la gestion des entreprises et aussi l'histoire de la baisse des prix des instruments d'aide au calcul. La machine de Pascal, la première machine commercialisée, était vendue 100 livres en 1652, ce qui était considéré comme cher à l'époque. Elle était moins performante que les calculettes de poche qui sont aujourd'hui distribuées comme cadeaux promotionnels, et ces dernières ont connu une chute de prix ininterrompue depuis leur invention au début des années 1960. Des aides au calcul plus perfectionnées, telles que la machine à différence de Babbage, étaient encore plus coûteuses. Pour la mettre au point, Babbage aurait dépensé en 1836 près de 23 000 livres, dont 17 000 apportés par le gouvernement, ce qui en fait le premier projet de recherche important financé par l'État anglais. Une machine similaire réalisée par le Suédois Schütz
sera vendu 5 000 $ US en 1857. À partir de 1890, les premières tabulatrices de Ulrich seront louées 2 000 $ US par an au bureau de recensement américain. En 1905, comme Ulrich ne voulait pas baisser ses tarifs, le bureau a chargé l'ingénieur Powers de construire une nouvelle sorte de tabulateur moins cher. Ils ont servi lors du recensement de 1910. L'ENIAC, premier grand calculateur électronique, a coûté environ 400 000 $ US en 1945. Quelques années plus tard, en 1949, le premier ordinateur commercial, l'UNIVAC, était vendu 150 000 $ US. En 1953, IBM louait son 701 au prix faramineux de 15 000 $ US par mois. Pourtant, ces engins étaient loin d'avoir la puissance de calcul des petits ordinateurs que l'on peut acquérir aujourd'hui pour une centaine de milliers de francs. Disons que depuis l'apparition de l'électronique, le coût a été divisé par 10 chaque fois que la puissance était multipliée par 1000. L'usine à calcul scientifique. Au cours du XIXe siècle, les scientifiques, en particulier les astronomes, les physiciens et les arithméticiens spécialistes de la théorie des nombres, devaient, pour mettre en équation leur modèle théorique, effectuer des calculs de plus en plus complexes. Ils disposaient de 3 types de moyens. Les calculs individuels effectués au moyen de tables, logarithmes, trigonométrie, table d'Abac, c'est-à-dire graphique de fonctions standards, à ne pas confondre avec l'instrument de calcul, les bureaux d'études où une armée de calculateurs se répartissait le travail suivant un modèle inauguré par De Prony, et qui se sont développés surtout aux États-Unis, enfin la simulation par une machine analogique, c'est-à-dire par un modèle réduit du problème à étudier, élaboré en fonction du processus de traitement. Cette dernière solution a déterminé la conception d'un grand nombre de calculateurs analogiques, balance à équations, analyseurs différentiels, intégrateurs, etc. Au XXe siècle, de nouveaux facteurs ont progressivement rendu ces moyens de calcul analogiques insatisfaisants. Complexité croissante des théories physiques où intervenaient des paramètres plus nombreux. Apparition de théories reposant sur des systèmes d'équations différentielles difficiles à résoudre. Et enfin, accroissement de la précision des mesures. Le calcul scientifique était quasiment en crise à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Cette situation s'est poursuivie jusqu'à l'élaboration de théories de calcul plus perfectionnées et jusqu'à l'apparition des ordinateurs. Parallèlement, s'accroissaient les besoins en calcul des scientifiques, ceux des physiciens nucléaires notamment, qui ont toujours été économiquement supérieurs pour un coût bien acceptable aux capacités offertes et ont ainsi largement contribué au développement de l'informatique. Enseignement, création, jeux et vie quotidienne. Depuis 1970, l'usage non professionnel de l'informatique s'est développé, notamment à travers l'accès public à des informations ou grâce aux jeux, au dessin, à l'enseignement à domicile. Ces usages s'accompagnent de tentatives d'extension à la vie personnelle de nombreuses activités provenant du domaine de la gestion, traitement de texte, gestion domestique, transactions commerciales. C'est là d'ailleurs, dans les pays européens, l'objet de politiques gouvernementales volontaristes. Le développement de l'informatique individuelle reste limité. Entre parenthèses, ça a bien changé, mais il joue déjà un rôle important dans le domaine des innovations techniques car il favorise la conception d'outils nouveaux pour la communication entre utilisateurs et machines et stimule la prise en considération de facteurs esthétiques. La diffusion de l'informatique dans l'univers quotidien a été préparée par l'accroissement du nombre de personnes en contact avec l'informatique dans leur vie professionnelle et surtout par la diffusion généralisée des calculettes, outils de faible coût aux performances remarquables dans l'exécution du calcul courant. Si l'on accepte un certain nombre d'utilisations invisibles dans les technologies de communication, téléphone, télévision, câbles, c'est avant tout comme support d'activités culturelles et créatives que l'informatique peut élargir son espace de diffusion. Suite au prochain épisode.